faire aujourd'hui, c'est de décortiquer point par point pour qu'en bout de ligne, vous sachiez comment trouver l'état idéal de performance. On va regarder les points qui vont favoriser ça, puis on va regarder tous les points qui peuvent nuire à ça, pour les éliminer, pour arriver en bout de ligne à la fin de la journée que vous sachiez exactement quoi faire, quoi penser, quoi éliminer, puis après ça, le transposer à l'entraînement, puis que ça se développe après ça en compétition. Premier point, le stress versus l'anxiété. Souvent, on confond les deux parce que l'anxiété nous procure du stress. Le stress, c'est un mécanisme physiologique qui se produit dans notre corps quand on est dans une situation donnée. Donc, l'idée d'être complètement relax et détendu avant une compétition, c'est même peut-être un peu utopique. Puis c'est pas ça l'idée. Parce que vous ressentiez un stress avant une compétition, à la limite, c'est peut-être même sain. Ça peut être un moteur positif pour optimiser vos comportements, optimiser votre performance. Ce qu'on veut éliminer, ce n'est pas le stress, c'est l'anxiété. L'anxiété, c'est de se projeter dans l'avenir, puis par notre imaginaire ou nos préoccupations, notre scénario, voir ou imaginer une catastrophe. Puis si notre cerveau fait ça, lui, ce qu'il fait, il envoie les signaux de la menace, qui serait, dans notre cas, une compétition. Puis il va envoyer les signaux aux glandes surrénales qui vont sécréter du cortisol, qui est l'hormone de stress, on va y revenir un petit peu tantôt, qui va nous mettre dans un état de stress, de vigilance, pour soit combattre la menace ou fuir la menace. Mais parce que vous l'avez fait par votre imaginaire, ça peut se produire 2 semaines avant, 1 mois avant. Fait que là, on ne parle plus juste de stress. On parle de la peur d'avoir peur, dans le fond. C'est ce que c'est l'anxiété. C'est de prévoir une menace qui n'est pas encore là, qui va peut-être venir, mais qui n'arrivera peut-être pas. Fait que c'est exactement comme ça que vous l'avez dans votre fascicule. Puis c'est ça qu'on veut éliminer. Deuxième aspect, qui peut être aidant ou nuire, c'est nos émotions, notre monde émotionnel. De penser qu'on ne vivra pas d'émotions, c'est un peu utopique. On est des êtres d'émotions, qu'on va vivre des émotions. Ce n'est pas tellement les émotions qui sont graves ou qu'on veut éliminer, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec. Comment on va la gérer. La colère, c'est le premier exemple que vous avez sur votre feuille. La colère, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup, ça. Quand on est des athlètes, vous êtes des athlètes, vous voulez performer. Donc, quand vous êtes loin de votre objectif, quand vous avez des barrières entre vous et l'objet de votre désir, qui est, mettons, de réussir un saut, de réussir un spin. Donc, ça peut amener des émotions de colère. Puis ça, on voit ça souvent. Puis c'est pas tellement la colère qui est le problème, parce que quand vous ressentez la colère, ça fait juste démontrer votre désir de vouloir la réussir. Ça démontre votre engagement face à ce que vous voulez faire. Parce que si vous ne ressentiez jamais de colère, ben c'est comme si vous vous en foutez un peu. Fait que c'est pas le sentiment de colère le problème. C'est qu'est-ce que vous allez faire avec, la manifestation de cette colère-là. C'est ça que vous voulez gérer. Troisième point, la pression liée à l'enjeu. Puis souvent, plus on avance dans la saison, plus l'enjeu est important. C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est l'importance qu'on accorde à une situation qui est extérieure à nous, mais qu'on ressent de l'intérieur. Fait que ça amène la pression. Fait que la pression, on la ressent à l'intérieur à cause d'un enjeu qui est extérieur à nous. Donc, c'est qu'on accorde trop d'importance à ces aspects-là. Puis, notre attention, notre cerveau est tourné exclusivement là-dessus, mais ça contribue à augmenter notre malaise intérieur. Donc là, on s'en sort de notre plan de match. Donc, il faut recadrer ça. Parce qu'on n'a aucun intérêt à faire ça. Fait que ce que je vous décris là, c'est notre attention qui est tournée là, puis qui nous fait sentir, fait que c'est de l'extérieur vers l'intérieur. On veut changer ça de bord. On veut que ça soit de l'intérieur vers l'extérieur. De ramener notre attention à nous sur ce qu'on contrôle. Parce que si vous mettez juste votre attention sur l'enjeu, sur le résultat, sur les juges ou les spectateurs, vous mettez votre attention sur toutes sortes de choses que vous ne contrôlez pas. Donc, ça augmente votre sentiment d'impuissance. Donc, automatiquement, ça augmente l'anxiété.
Ramenez votre attention sur des choses que vous contrôlez. Votre respiration, votre dialogue intérieur, ces choses-là, vous les contrôlez. Votre préparation physique et mentale. De cette façon-là, ça va diminuer l'importance de l'enjeu. Lui, il ne changera pas en fait, mais vous n'y accorderez pas l'importance. OK, un autre point, notre dialogue intérieur. Le dialogue intérieur, il y a une grande importance sur tout ce qu'on a vu depuis le début. Parce que lui, il va mettre de l'emphase sur ce qu'on ressent depuis le début, que ce soit positif ou négatif. Puis là, il entre en ligne de compte le subconscient. Puis comme vous le savez, je suis consultant en préparation mentale, puis je suis aussi hypnothérapeute. Donc, je travaille beaucoup, moi, avec le subconscient. Puis le subconscient fonctionne comme ça. Imaginez votre subconscient comme si c'était un ordinateur. Un ordinateur a besoin d'instructions pour fonctionner. Sinon, un ordinateur, c'est une boîte en plastique. Ça ne sert à rien, un ordinateur. Il a besoin d'instructions. Puis le subconscient fonctionne exactement de la même façon. Puis il reçoit ses instructions de ce qu'on fait au fil du temps, de ce qu'on ressent, nos émotions, de ce qu'on se dit à soi-même, notre dialogue intérieur, puis de ce qu'on imagine. Notre subconscient reçoit ces instructions de tous ces facteurs-là. Puis on a du pouvoir sur tous ces aspects-là. Puis plus on va envoyer la bonne instruction à notre subconscient, plus il va nous le ramener. C'est pour ça qu'on réussit à faire des gestes automatisés. C'est pour ça que l'hypnose, elle est si efficace avec les athlètes, parce que vous avez besoin de faire un geste très précis qui veut être automatisé. Puis qui s'occupe des automatismes dans notre cerveau? C'est le subconscient. C'est pour ça que l'hypnose, elle est si efficace, parce que ça parle de l'état physique, puis d'imaginer la bonne affaire. Puis votre subconscient ne fait jamais la distinction, lui, entre votre imaginaire et la réalité. Fait que tout ce que vous allez imaginer ou vous dire de la bonne façon, quand vous allez arriver pour le faire pour vrai, pour votre subconscient, c'est juste une fois de plus, lui. C'est aussi simple que ça. Donc, notre dialogue intérieur influe beaucoup là-dedans. On veut avoir un dialogue intérieur qui est positif, puis qui est tourné vers l'objectif. Pour répondre à ta question, ce que vous faites, c'est admirable. Vous accordez trop d'importance à la foule puis aux juges. Laissez pas les juges puis la foule entrer dans votre tête. Laissez les juges juger, puis laissez la foule puis les spectateurs admirer ce que vous faites. Parce que si vous les laissez entrer dans votre tête, ça génère quoi? Ça génère la peur. C'est pas entre vous puis les spectateurs. C'est entre vous puis vous-même, puis ce que vous ressentez en dedans. C'est entre vous puis la peur. Votre peur. Puis qu'est-ce qu'elle a, votre peur, comme effet? Ben, elle vous fait ralentir. Elle vous fait hésiter. Elle vous fait douter. Moi, ce que je vous dis, c'est dressez-vous devant votre peur. Soyez arrogante face à elle. Regardez-la droit dans les yeux. Puis si elle veut vous faire ralentir, accélérez. Si elle veut vous faire hésiter, augmentez le tempo. Si elle veut vous faire douter, convainquez-la par votre attitude.